Bonjour, je refais le live de ce matin que j'ai publié sur Twitch. Il y avait beaucoup de vent et en revisionnant, je me suis rendu compte qu'on en entendait à peine la moitié. Donc vous pouvez le retrouver sur Twitch, mais c'est vrai qu'il est joli, hein, il est à l'extérieur, mais pas très de bonne qualité du coup à cause du vent. Voilà, c'est l'inconvénient des extérieurs. Donc là, voilà, je me suis dit, je vais reprendre donc ce live au sujet du hashtag Réunir notre famille, Noémie et Raphaël. Même si on n'a plus trop de nouvelles depuis quelques jours, on se doute que c'est beaucoup voilà, de pression psychologique, du système judiciaire administratif pour les empêcher voilà, de parler aux médias et aux associations et publiquement, et afin de, voilà, comme une sorte de chantage peut-être pour retrouver leurs enfants. J'espère pour eux bon, malgré ce chantage, que ça sera effectif et qu'au moins la mère pourra allaiter son bébé encore directement au sein. Donc j'espère que tout ce que nous faisons ne servira pas à rien, mais au-delà même de cette histoire voilà, de Noémie et Raphaël et de placement abusif de leur bébé dès la naissance, à peine 10 jours, et de sa sœur Lou, enfin de sa sœur Nausicaa, 2 ans, juste suite à un accouchement non assisté, pour recadrer pour ceux qui n'auraient pas encore suivi. Mais au-delà de ça, moi je savais que cette vidéo, mon objectif c'était d'abord d'alerter les autres familles et surtout de demander l'aide des plus anciennes. C'est-à-dire, je m'adresse avec cette vidéo particulièrement aux grands-mères, aux mères, aux tantes, aux cousines, aux amies, aux autres femmes de la communauté, afin qu'elles soutiennent les mères dans la naissance, comme Noémie, mais même si elles sont à la maternité, je veux dire, l'idée c'est vraiment de faire une vidéo pour essayer de déconstruire beaucoup d'idées reçues sur les places des autres femmes, des communautés auprès des mères aujourd'hui, dans nos civilisations très individualistes et égoïstes, hein, où finalement chacun s'occupe de ses affaires, pensant bien faire ou disant c'est pas notre histoire, enfin on essaye de ne pas intervenir, et puis résultat des courses, les parents sont laissés à eux-mêmes et on arrive à des situations où finalement les mamans ayant été malmenées, parfois traumatisées à la naissance ou lors de l'allaitement de leur premier enfant ou deuxième ou troisième, décident pour les suivants de se débrouiller toute seule. Et c'est cet individualisme social, voilà, ce mépris ou cette indifférence dont je veux vous alerter aujourd'hui, parce que ça touche tout le monde. Et si vous-même aujourd'hui vous ne vous inquiétez pas de ça, demain ce sera votre tour. Je l'ai déjà dit dans les 3 vidéos que j'ai mises sur YouTube, donc cela du coup ça fera la 4e. Aujourd'hui c'est pour les accouchements non assistés ou les naissances à domicile, et demain ça sera pour les non vaccinés, les parents voilà, qui refusent de rentrer dans le système, dans la déscolarisation de leurs enfants pour X raisons, parfois de santé ou parfois de maltraitance en milieu scolaire. Ça pourra être demain, je sais pas, les véganes, les végétariens, les écolos bobos qui vivent, je sais pas, dans les tiny house ou de façon soi-disant précaire, mais parce qu'ils ont fait un choix écologique de ne pas vivre dans une maison immense avec je sais pas combien de pièces. Une pièce par enfant, voilà, c'est pas toujours ce que vivent la majorité des familles dans le monde, et pourtant ils s'occupent très bien de leurs enfants et ils les maltraitent pas, et les enfants sont, voilà, c'est comme ça depuis l'aube de l'humanité. Il n'y a pas toujours une chambre par enfant, donc c'est pas un critère pour enlever et placer des enfants comme on peut le voir parfois. Oui, ça vous semble étonnant, mais il y a des parents, on leur dit écoutez, vous n'avez pas assez d'argent, vous pouvez pas offrir une chambre séparée pour votre enfant, donc on va le placer en famille d'accueil ou en centre d'accueil. Vous voyez, parfois des arguments complètement débiles, mais comme on l'entend, enfin je veux dire, comme je l'ai déjà dit dans l'une des vidéos, c'est tout un système derrière, tout un système. D'ailleurs, je voulais remercier des avocats comme le maître Hamas à Marseille, l'avocat qui se bat vraiment pour les droits des enfants. Il y a aussi une autre avocate très connue sur Paris qui
Voilà, j'ai pas le nom tout de suite, mais enfin, il y a des avocats hein, qui sont bien et qui se battent pour dénoncer tous ces placements abusifs depuis déjà pas mal d'années. Mais pour en revenir à ce que peuvent faire les familles, et notamment les mères et les grands-mères, déjà, je voulais donc, pour reprendre cette vidéo un peu ratée sur Twitch, rappeler que le conditionnement des enfants, des filles ou des garçons, elle vient d'abord de nous. D'abord de nous en tant que génération précédente, c'est-à-dire que, pour prendre l'exemple des cabinets gynécologiques, qu'est-ce qui se passe dès qu'une jeune fille commence à avoir ses règles et commence peut-être après à demander la pilule ou que les parents préfèrent qu'elle soit mise voilà, en prévention avec un contraceptif. Et qu'est-ce qu'on fait? On se précipite vers les spécialistes. Et bah oui, parce qu'on se dit que les experts en gynécologie obstétrique sont meilleurs pour s'occuper de nos enfants. Sauf que déjà, en les emmenant chez ces experts, enfin qu'on pense experts, mais qui sont des chirurgiens, hein, je rappelle qu'un obstétricien gynécologique, c'est d'abord un chirurgien. C'est quelqu'un qui a fait des années de médecine, mais d'abord de la chirurgie. Donc son objectif, c'est d'opérer. Et donc de faire des actes médicaux, parfois invasifs, et donc on rentre dans la pathologie, on n'est pas dans la physiologie. Celles qui s'occupent vraiment de la physiologie, ce sont les sages-femmes, historiquement d'ailleurs. Les uns s'opposaient aux autres depuis le Moyen-Âge, puisque pendant des siècles, les matrones, qui sont les ancêtres des sages-femmes, voilà, c'était elles qui géraient la naissance dans les villages, dans les villes, et on appelait ces femmes expérimentées, ayant voilà, quelques notions parfois d'hygiène, parfois pas du tout d'ailleurs. On les appelait aussi les faiseuses d'anges, hein, oui, c'est celles aussi qui pratiquaient les avortements, donc elles n'étaient pas très bien vues par l'Église, mais aussi par le milieu médical, et pourtant c'était ces femmes également qu'on appelait pour chaque naissance, et qui n'appelaient les chirurgiens barbiers, donc les ancêtres des chirurgiens obstétriciens gynécologiques aujourd'hui, qu'en cas d'extrême urgence, comme on fait pour les pompiers. Sauf que là, effectivement, c'était pour opérer le bébé, parce que le bébé, il y avait un risque vital pour la mère et l'enfant, et ou l'enfant. Donc du coup, donc je dis pas qu'il ne faut pas de chirurgien barbier, et qu'il ne faut surtout pas voilà, avoir de chirurgien obstétricien gynécologique. Non, non. Ce que je dis juste, c'est qu'en première intention, emmener mesdames au départ dans les cabinets de sages-femmes. Enfin, si on veut avoir plus de sages-femmes, donnez-leur plus de pouvoir, et pour leur donner plus de pouvoir, dites-vous que vos actions jouent. Enfin, je veux dire, en tant que contribuable, en tant aussi que consommatrice, en tant que voilà, usagère, l'endroit où vous allez, les choix que vous allez faire vont induire une société. Donc si vous privilégiez les cabinets de sages-femmes libérales plutôt que les cabinets gynécologie obstétrique, dont je rappelle, il ferait mieux de rester dans les hôpitaux, puisque c'est là qu'on a la pathologie, la maladie et la mort, donc c'est là qu'ils sont leur place. Bon, occasionnellement, ils peuvent avoir des visites dans un cabinet extérieur, mais enfin, je veux dire, c'est ponctuel, c'est pas fait pour juste des contraceptifs, même pas pour poser juste un stérilet, hein, que souvent ils refusent d'ailleurs au primipare, injustement. Hein. Regardez le docteur Winkel sur, au Canada maintenant, hein, donc son site sur internet, qui a expliqué très bien que voilà, il y avait plein de systèmes contraceptifs qu'on refusait aux jeunes filles pour X ou X raisons qui étaient souvent personnelles, des idées voilà, que les médecins ont souvent et qui veulent imposer aux femmes ou induire aux femmes, comme les pilules de 3e génération, dont on sait aujourd'hui à quel point elles sont néfastes pour beaucoup de jeunes femmes, et plein de médicaments, dont le Distilben. On ne va pas revenir sur ce scandale, mais je vous encourage à taper Distilben sur internet pour voir que oui, il y a des femmes qui ont fait confiance à des médecins et qui se sont retrouvées avec des utérus complètement pourris et déglingués, et hérités aux autres générations de leurs filles, et parfois même de leurs petites filles, et qui ne peuvent plus avoir ou difficilement mener des grossesses à terme ensuite. Tout ça à cause de médicaments, et évidemment de médecins bien intentionnés qui pensaient bien faire en leur prescrivant des produits comme pour des vaccins
ou qui sont expérimentaux et puis dont on n'a pas assez de recul. Voilà, donc je le répète encore, je l'affirme, les médecins sont là pour, dans les cas extrêmes difficiles, et les sages-femmes, c'est la physiologie. Elles ont beaucoup trop accepté pendant plusieurs siècles de se rallier aux médecins. Et c'est ce qu'elles font encore avec l'ordre des sages-femmes, du coup, qui leur impose des assurances hyper coûteuses qui font qu'elles ne peuvent plus faire d'accompagnement global dans les cabinets de sages-femmes. Et donc, les cabinets de sages-femmes ferment. Mais s'il y a une recrudescence de demandes, puisqu'elles se plaignent aujourd'hui à la fois d'être surchargées, en même temps que les assurances sont trop chères, mais si elles sont nombreuses, et puis si elles sortent un peu cette histoire d'ordre des sages-femmes qui les opprime, comme l'ordre des médecins opprime les médecins aujourd'hui, donc si elles arrêtent de cotiser, si elles arrêtent de soumettre, elles aussi, et demain, elles peuvent reprendre ce pouvoir et exiger d'avoir de nouveaux droits à des accompagnements globaux, notamment en maternité, avec l'accès des plateaux techniques, comme ça doit être le droit aussi d'une femme et d'une sage-femme de choisir telle ou telle maternité en disant, voilà, c'est ma sage-femme qui vient ce jour-là pour mon accouchement. Voilà, c'est une possibilité en plus des accouchements à domicile, assistés ou non, quoi. Donc il y a un manque de pluralité au niveau de la naissance. Et j'encourage les femmes, les mères, les grands-mères à parler de ça. Parce que si vous vous contentez juste de subir et non pas d'agir, si chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, vous restez dans votre traumatisme et vous n'en parlez à personne, eh bien vous allez le transmettre aux générations suivantes. Donc là, ma vidéo, elle a comme objectif de profiter de cet été, de ce qui se passe à la fois au niveau de la libération de la parole des femmes avec hashtag nous toutes, hashtag paye ton utérus et ton accouchement, comme c'est le cas ici, hashtag voilà, balance ton porc et ton gynéco, toutes ces choses, c'est bien joli, mais ça reste très virtuel, et puis c'est pas dans la famille que ça se dit souvent. Donc, revenez dans vos familles, reparlez cela avec vos mères, vos grands-mères, vos tantes, vos cousines, transmettez un peu aux jeunes générations, aux adolescents, n'hésitez pas à parler de la naissance et de l'allaitement, mais également informez-vous aussi afin de ne pas non plus transmettre d'idées reçues, que ce soit pour l'allaitement et la naissance, par rapport à des césariennes de convenance ou au fait qu'elle vous manquiez de lait pour x raisons, sans avoir évidemment creusé derrière le pourquoi du comment. Alors que si c'est physiologique et si 95% des Norvégiennes allaitent en Afrique, en Amérique du Sud et ailleurs, c'est bien que, enfin sauf au Brésil, parce qu'effectivement le taux de césarienne est très haut, donc là où le taux de césarienne, je répète, est très haut, les allaitements sont très bas. Voilà, c'est QFD, quand on subit une opération chirurgicale où le sang est focalisé à réparer les tissus, il ne va pas se localiser et la mère trop épuisée ne va pas se lancer dans un allaitement. Donc tout ça c'est lié, on ne vous le dit pas, mais évidemment, donc si 95% des pays nordiques, etc., au Japon, voilà, ils allaitent, ils ne sont pas mieux foutus que nous, elles ne sont pas plus intelligentes que nous, c'est juste parce que la société fait en sorte que leur allaitement fonctionne et que à 6 mois, à 1 an, elles sont encore à plus de la moitié à allaiter, longtemps. Et non pas comme on le voit ici, au bout des 3 premières semaines, après 6 semaines, être 30% à peine, quoi. Et puis 6 mois, bon bah voilà, c'est oui, très peu, quoi. Exclusivement très peu. Trop peu. Donc c'est pas bon pour la santé d'un enfant qui doit être allaité au moins 2-3 premières années avec diversité alimentaire évidemment. Et donc du coup, voilà, donc ça vous demande évidemment un peu de travail, peut-être de recherche, mais si vous ne le faites pas pour vous-même, faites-le au moins pour ceux d'après, parce que sinon vous allez transmettre vos peurs de génération en génération. On sait aussi que les césariennes, ça se transmet aussi malheureusement de mère en fille, c'est-à-dire on a plus de chances d'être tellement en panique, parce que soi-même on a été, on n'est pas passé par le canal prévu pour, que du coup on ait peur de faire de le faire pour ses enfants. Donc voilà, je pense que c'est important que les sages-femmes aussi donc sortent et reviennent à la physiologie de la naissance et de l'allaitement,
qu'elles se forment aussi auprès des associations, comme elles l'ont fait il y a encore 10 ans avec l'IHAB, quand tout le monde y croyait encore, etc. Mais c'est pas juste pour un label qu'il faut faire une formation, c'est vraiment pour soi-même, pour améliorer voilà, les connaissances et pour pouvoir mieux aider les mères et avoir un taux d'allaitement et taux de naissance sans médicalisation avec, quoi. Hein. Pour aussi, voilà, comme n'importe qui se forme dans son métier, quoi. Hein. Mais évidemment, les lobbyistes de Danone et Nestlé, qui sont en lien avec les ministères, etc., font tout pour que vous ne puissiez pas avoir accès à des formations validantes ou même des formations payantes, mais remboursées par votre employeur, c'est-à-dire l'hôpital ou la clinique, et que vous puissiez améliorer ensuite... c'est-à-dire que tout le service doit être formé, c'est pas qu'une qui va être très vite stigmatisée comme étant l'ayatollah de l'allaitement, comme on a pu le voir avec les associations nous-mêmes. Et donc du coup, ça demande une déconstruction, mais ça demande aussi voilà, une réelle volonté de changement. Je pense que là, actuellement, la crise que vit l'hôpital, la crise qu'on vit dans les maternités également, va faire que on va être obligé soit de sortir de ce système-là et de créer autre chose à côté, avec des sages-femmes qui vont revenir en cabinet indépendant et permettre à d'autres femmes voilà, de choisir peut-être des accouchements assistés à domicile, des plateaux techniques, des maisons de naissance. Mais là, il va y avoir un choix à faire, un choix de société. Et vraiment, les sages-femmes, c'est leur métier, sinon autant... je veux dire, si vous voulez rester dans la pathologie, autant devenir infirmière et puis vous spécialiser en puériculture, hein, comme ça se passe dans les autres pays. Mais si vous avez choisi le métier de sage-femme, au départ, c'était vraiment pas pour ça. Donc vous avez les formations sur le portage et le massage bébé également qui vous sont évidemment ouvertes et que vous pouvez apprendre, mais c'est évidemment pas à la faculté de médecine que vous allez l'apprendre. Et donc tout ça, ça a un coût, c'est vrai que personne ne veut vous le prendre en charge, mais si vous avez votre cabinet de sage-femme, ce coût-là sera largement amorti, surtout si vous arrivez à être assez nombreuses pour faire pression au niveau des assurances et pour les faire baisser le prix, parce que c'est ça, et c'est là-dessus que le ministère de la Santé joue le plus pour vous bloquer, vous le savez, et ce qui fait qu'aujourd'hui, les femmes ne peuvent pas avoir accès à une multitude de soins parce que les assurances ne veulent pas les couvrir pour des naissances soi-disant plus risquées à la maison, alors que, au contraire, comme je démontre dans les pages de l'association Dans les Bras, donc www.danslesbras.org, et comme nombre de personnes l'ont démontré dans des rapports, dans des mémoires, voilà, dans des écrits et autres, les accouchements à domicile ne sont pas plus dangereux qu'à la maternité, ou les hémorragies du postpartum et les maladies nosocomiales sont pléthores. Hein. Donc nous avons des pays industrialisés qui sont soi-disant les mieux dotés, etc., avec des conditions d'hygiène dramatiques, une surcharge de travail du personnel qui aujourd'hui est visible, des conditions d'hygiène qui se dégradent évidemment, plus le temps pour rien, donc du coup ça se répercute aussi pour les accouchements, aller vite, 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 du coup on arrache le placenta au passage et puis boum, l'hémorragie derrière, quoi. Hein. Donc non, les accouchements à domicile ne sont pas plus nombreux que les accouchements à l'hôpital, c'est juste les bonnes conditions à mettre derrière, c'est-à-dire quand on a sa sage-femme, à la limite une doula avec, et puis surtout un membre de sa famille pour gérer le quotidien, parce que c'est ça aussi dont j'ai parlé dans la vidéo sur Twitch, mais que j'aborde, c'est que la place des grands-mères, des mères, des tantes, des sœurs, des amis, tout ça, c'est auprès des femmes dans leur quotidien. Des femmes qui accouchent dans leur quotidien, c'est-à-dire qu'au lieu de venir, de parler, à la fois de son histoire avant, un moment, enfin même pendant, un moment où c'est pas du tout le moment, c'est avant qu'il faut parler de tout ça, mais pendant et après on s'abstient, hein. Par contre, c'est effectivement de venir et puis d'aider à ramener un peu de nourriture, une petite tarte, plutôt sucrée que salée. Mais voilà, on peut manger un peu de chocolat, mais c'est surtout la nourriture. La femme n'a pas toujours le temps de se faire à manger elle-même. Donc c'est aux autres de lui faire à manger pour qu'elle puisse nourrir le bébé.
Et voilà, c'est ça leur travail. Et puis le linge, la gestion du linge, le ménage, on vient, on en profite pour trier, plier le linge avec la mère en discutant. On n'est pas là les bras ballants juste pour apporter un joli cadeau à une énième grenouillère et puis ensuite fermer la porte et puis la mère se débrouille toute seule et elle fond en larmes le soir parce qu'elle est épuisée, une surcharge de travail, surtout si elle a d'autres enfants à gérer. Donc du coup, voilà ce que vous pouvez faire en tant que mère, en tant que grand-mère, en tant que détentrice du savoir ancestral, qui peut-être vous a pas été transmis vous-même, mais que vous pouvez encore chercher à transmettre, vous informer, vous former vous-même aussi à toutes ces nouvelles techniques de maternage proximal, et puis surtout parler. Parlez avant la naissance, parlez aux jeunes filles, parlez aux adolescentes, prévenez-leur que non, on ne leur expliquera pas tout bien dans les maternités. Prévenez-leur que non, les gynécologues et les médecins ne sont pas toujours bienveillants et qu'on n'ouvre pas ses cuisses, comme je disais, à tout va et devant n'importe qui comme ça facilement et que un énième toucher vaginal n'est pas toujours nécessaire et tripoter la poitrine des femmes même pendant l'allaitement, c'est pas toujours nécessaire. Voilà, il y a des si elle le demande pas, si elle s'inquiète pas, si elle pourquoi, hein, voilà. Donc du coup, je pense voilà avoir fait le tour du sujet que j'avais abordé. Mais voilà, c'était vraiment vers la transmission intergénérationnelle dont je voulais voilà, faire cette vidéo. Et merci de la partager du coup. Largement autour de vous et de profiter de cet été très chaud certainement pour en parler beaucoup, parler entre femmes et aussi avec les papas qui manquent énormément d'informations et qu'on ne doit pas laisser de côté parce que sinon c'est pareil, les projets d'accouchement et d'allaitement ne fonctionnent pas sans le soutien et l'avis des pères qui ont tout à fait leur place et leur rôle de protecteur et de personnes qui encadrent hein, tout ça. Allez, merci beaucoup et puis à bientôt. Au revoir.